Eh bien, écoutez, je vous resalue donc toutes et tous et vous souhaite en tout cas de passer une bonne soirée en notre compagnie. Notre compagnie, c'est moi-même et celle de Nicolas Bazin qui devrait arriver dans peu de temps. Si vous entendez un effet de vent, sachez qu'il s'agit du ventilo qui est derrière moi. Il fait quand même hyper chaud et que dans mon bureau, disons-le, la température monte fortement durant toute la journée. Comme je le disais alors que j'étais encore muet, nous allons vous faire patienter tranquillement pendant cette petite séquence jusqu'à 21h, 21h05, le temps que vous soyez de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Ça va aussi être l'occasion, évidemment, je le dis, de pouvoir répondre aux questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Je vois que déjà Soyouz est dispo la chaîne, enfin sur le live au niveau des commentaires. Coucou Antoine, j'espère que tu es bien rentré depuis samedi et que donc tout va bien de ton côté. Hop, tiens, on va diminuer un peu ma tête, ce sera mieux. Comme ça, vous aurez un petit peu l'ambiance qui nous attend tout à l'heure avec Nicolas. Ah, tiens, super. En plus, il y a les commentaires qui apparaissent. Formidable. Et hop, on peut les effacer. J'ai trouvé. Et donc, hop, ce soir, donc, on va parler de Sous les méandres. Voilà, Sous les méandres, le nouvel album de Nicolas Bazin, l'auteur avec qui l'on doit Demain la rage. Et pour le moment, tiens, le temps que tout se mette en place, je vous propose, tiens, allez, on va se faire un petit peu plaisir, on va rediffuser un truc, en fait. Comment vous voyez tout à l'heure, ça me fait hyper plaisir de voir que nos livres trouvent un écho favorable en dehors du schéma classique, on va dire du schéma médiatique classique qui peut être lié à la bande dessinée, etc. Et on a deux livres qui, du coup, trouvent écho, ont trouvé écho au sein de la chaîne qui s'appelle, la chaîne YouTube qui s'appelle Le Média. Et c'est l'œil de Moumou, Mourad Guichard, un journaliste chevronné, peut-on dire, sans lui faire injure, qui va nous parler notamment de deux albums Comics Initiative, le tome 2, l'histoire de solidarité, et un autre un peu plus ancien qu'il a découvert récemment. Et je vous propose de regarder cette petite séquence qui dure 3-4 minutes, le temps qu'on patiente. Alors, il y a quelques semaines, je vous avais parlé d'une maison d'édition absolument extraordinaire qui est en Touraine, qui s'appelle Comics Initiative, donc on les trouve évidemment partout, et qui ont une fibre sociale. Alors, généralement, on peut parler de fibre sociale parfois, c'est un peu ténu. Alors, eux, ils y vont très, très gaiement, et ils ont une histoire de solidarité qui est une série qu'on va voir à l'écran, et qui se décline en plusieurs thématiques. Et là, cette histoire des solidarités, alors c'est signé Simon Rochepeau et Damien Geoffroy, c'est l'opus numéro 2, ça s'appelle Les Paradoxes, et ça va traiter d'organisations syndicales qui vont se battre pour maintenir des activités sociales. Ça se passe dans les années 50. Après les années 50, ça se passe durant les 30 Glorieuses, et c'est comme d'habitude absolument engagé. Les dessins sont magnifiques, et vraiment je vous invite à aller piocher ces fameuses histoires de solidarité avec un S, parce qu'on peut les prendre dans le désordre. Il n'y a pas spécialement de logique, et je trouve ça assez formidable. Donc c'est une histoire des solidarités, les paradoxes, donc le numéro 2, Simon Rochepeau et Damien Geoffroy. Et je voulais aussi vous parler, alors là c'est exceptionnel, vraiment. Ça s'appelle Envie. C'est signé par Joub et Nicobi. C'est toujours chez Comics Initiative. Et je n'ai jamais vu ça, une bande dessinée sans bulle, sans texte. Il y a simplement des surtitres. C'est une BD muette. Ouais, une BD muette, mais qui parle énormément, qui nous parle énormément. Plus seul que jamais dans un camp en Libye. Et ça raconte les migrations, tout simplement. Et ça raconte tous ces gens qui vont devoir, à un moment de leur vie, risquer leur vie, prendre un bateau pour traverser, marcher longuement, affronter les dangers, affronter parfois la prison, pour une vie meilleure. Ça s'appelle et ça me rappelle d'ailleurs la fameuse pièce que j'avais vue et dont j'avais parlé ici dans mes coups de cœur avec Kevin Razi. Ça s'appelait Passeport, si mes souvenirs sont bons. Envie, chez Comics Initiative, par Joub et Nicobi. Et je précise que 2,50 € par ouvrage, 2,50 € sont reversés à nos amis, camarades et militants d'SOS Méditerranée. Donc c'est pas seulement de la théorie, c'est aussi de la pratique. Vraiment, je termine là-dessus, mais
Je vous le dis, Comics Initiative, vous n'avez même pas besoin de réfléchir. Si vous voulez bronzer intelligemment ou faire des cadeaux, vous prenez n'importe quel de leurs ouvrages. J'en suis au, je sais pas, 7e ou 8e. C'est absolument exceptionnel. Je leur souhaite énormément de succès et longue vie, et j'espère qu'on les aura un jour en coup de cœur, parce qu'il n'est pas exclu de recevoir des gens pendant les coups de cœur, qu'on les aura en coup de cœur en plateau un jour, quand ils seront disponibles, bien évidemment. Magnifique initiative, on leur souhaite bien du courage et beaucoup de bonnes choses. Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le live du mercredi soir. Cette fois-ci, c'est un mercredi que ça se produit, puisque c'est un jour un peu atypique pour nous, puisque d'habitude on fait nos lives le jeudi soir, une habitude de 3 émissions. Peut-on parler d'habitude? Je ne sais pas encore. En tout cas, toujours est-il que ce soir, nous allons recevoir un invité exceptionnel, puisqu'il s'agit de Nicolas Bazin, l'auteur notamment d'un premier album salué par beaucoup il y a maintenant à peu près 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, et qui s'appelle Demain la rage. Avant de débuter, je vais peut-être vous proposer de l'accueillir. En tout cas, si vous êtes en com, n'hésitez pas à y aller. Hop, tiens, on va peut-être pouvoir faire un coucou Nicolas. Attention, testons, voir si le son ne nous fait pas défaut avec lui. Salut Nicolas. Salut, ça va? Ouais, le son fonctionne malgré nos essais chaotiques jusqu'ici. Bravo. Salut Nico. Bah ça va, ça me fait plaisir d'être là. Ça te fait plaisir avec cette température qui, j'imagine, en tout cas, est tout aussi importante dans ta région, puisque tu es dans le sud de la France, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, bon, là il y a les orages qui ont craqué tout à l'heure, donc ça a rafraîchi l'air. C'est pas mal. Ça fait du bien. Ouais. Alors Nicolas, du coup. C'est le point météo du sud-ouest. Voilà, exactement. N'hésitez pas à nous faire part de vos éphémérides et tout ça, évidemment. On adore. Non, Nicolas, évidemment, il est notre invité ce soir parce qu'on souhaitait partager et parler avec lui, vous le présenter également, bref, faire plein de choses ensemble pour vous parler de Sous les méandres, un nouvel album qui est disponible en précommande sur Ulule. Voilà. Et avant toute chose, évidemment, je pense que le plus simple quand on présente en tout cas une émission, c'est de balancer la patate chaude à son invité en lui disant « Nicolas, qui es-tu et peux-tu te présenter ?» Allez hop. Merci, c'est super. Je suis, là, depuis peu, je suis auteur donc, de bande dessinée. Effectivement, ma première BD, c'était Demain la rage, qui est sortie il y a 2 ans chez Bubble Édition. Et avant ça, je dessinais comme tout un chacun, mais j'étais pas du tout de formation en tout cas, dans le dessin et dans la bande dessinée. Donc c'est une passion en tant que lecteur, par contre, à côté, mais du coup, je suis ce qu'on qualifie un jeune auteur. Ça fait longtemps que c'est une passion, la BD, chez toi? Ah ouais, depuis tout petit, très tôt, je lisais des comics, surtout dans les librairies. Il n'y avait pas trop de BD à la maison avant que moi j'en achète. Ni ma mère ni ma sœur avec qui je vivais n'étaient trop passionnés par ça. Et du coup, ouais, ça remonte à loin. Surtout des comics au départ, avec les Strange, Nova, parce que même si je suis un jeune auteur, je suis pas si jeune que ça. Et du coup, j'ai connu ce moment béni d'entre tous avec Strange et toutes ces éditions Lug et compagnie. Et donc, du coup, je suis très vite tombé dans le comics. Et dans les années 90, après, avec tout ce qui a eu de renouveau là-dedans aussi, quoi. Donc, grosse lecture de ça. Et après, je suis tombé dans le manga derrière, très rapidement. Et plus tard, je suis tombé un peu plus légèrement, on va dire, dans la BD franco-belge. Donc, je suis sur le tard, sur ça. Ouais, qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver à faire ton premier album? Tu as eu un petit lien avec la BD en passant par la case librairie, si je ne dis pas de bêtises? Ouais, j'ai été longtemps vendeur dans une grande ancienne de produits culturels qui s'appelle la Fnac. Et c'est pas honteux. Hein? C'est pas honteux, ils proposent beaucoup de BD, ils en défendent souvent mais très bonnes. Il y a de très bons produits, il y a de très bons vendeurs en plus, quels que soient les rayons. Moi, j'ai fait pas mal de rayons parce que j'y ai bossé presque 15 ans. Et du coup, quand j'ai été en librairie, j'étais plus spécialisé manga. Et voilà, enfin, c'est du coup. Et dépendant aussi de la librairie BD, je pouvais aussi profiter des joies de la lecture de tout le 9e art, quoi. Donc c'était plutôt cool pour ça.
Et après, j'ai fait d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le dessin et la BD. Ouais, comment t'en es arrivé à faire ta première BD, pour le coup? Et bien, ça, Comment c'était as-tu franchi le envie de pas? reprendre le dessin. Comment? Vas-y, comment en es-tu venu à franchir ce premier pas? Bah, en fait, j'ai toujours voulu faire de la BD ou du dessin animé ou un truc comme ça. C'est vrai que j'ai jamais. Je me suis toujours dit que j'étais pas assez bon pour le faire ou j'avais rien d'intéressant à proposer. Et en fait, après, à un moment dans ma vie assez tard, là, en 2019, je me suis un peu retourné sur moi et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire euh, de constructif, d'intéressant, qu'est-ce que je sais faire en fait. Je parle en termes de hobby, hein, de loisirs à côté du taf. Et je me suis remis au dessin doucement, notamment avec Linktober, donc ce challenge qui nous pousse, on va dire, avec un mot par jour pendant un mois à dessiner quelque chose en lien avec ce mot. Donc je me suis lancé là-dedans et au fur et à mesure, je reprenais un petit peu un petit niveau de dessin, enfin voilà, tranquillement. Et à la fin de cet Inktober, que j'avais réussi à tenir complètement, j'avais pas fait spécialement des chefs-d'œuvre, hein, franchement, mais il y avait deux, trois trucs, j'étais content du résultat, donc j'étais content du résultat, mais là, c'était pas tous glorieux, mais je voulais continuer le dessin, je voulais continuer à progresser, à reprendre les crayons et tout. Donc en fait, je me suis dit, bah, il me faut un projet un peu sur le long pour que je me tienne, parce que sinon, je me connais, je procrastine à mort et c'est fini. Ouais. Et alors, j'aime lire, j'aime les jeux vidéo, j'aime le cinéma. Enfin, il y a moyen de trouver d'autres activités, on va dire, si vraiment. Il y a plein de sujets de discussion avec Nicolas, ça c'est clair. Et pour le coup, donc en 2023, c'est ça, tu lances De Mal à Rage, ton, Ouais. ton premier album chez nos amis de Bubble Édition. Comment ça s'est passé un petit peu Bah, en fait, du comment coup, t'en es arrivé là? Comment est née cette histoire? Qu'est-ce que ça raconte? Bref, tu vois le cette tunnel que histoire, je comme fais. Ouais, cette histoire, comme pour Sous les méandres, en fait, ça vient beaucoup de discussions que j'ai à la maison avec ma femme, Nathalie. Et du coup, de ça, plus mes envies de reprendre le dessin et de me faire un peu plaisir. Enfin, j'aime pas mal de trucs, Berserk, j'aime la science-fiction, j'aime tout ce qui est les comics de Jeff Lemire ou James Tynion Ford, par exemple. Et donc plutôt versé sur l'horreur aussi dans le cinéma et tout ça. Et en fait, De Mal à Rage, c'est nourri de tout ça, tout comme Sous les méandres se nourrit de ça aussi, hein, en vrai. Et c'est un peu le prolongement en fait Sous les méandres de Mal à Rage, pas dans l'histoire ni dans ce que ça raconte, mais dans moi mon cheminement dans le dessin et ce que j'ai envie de raconter en fait, tout simplement. Et De Mal à Rage, en fait, je l'ai construit comme un projet perso vraiment complètement. Je l'ai proposé à Thomas, qui est éditeur chez Bubble, mais que je connaissais avant dans ma vie de libraire, pour lui demander son avis. Et en fait, il m'a dit que Bubble pouvait m'éditer. Et depuis, je roule avec ma Ferrari, avec mes pompes en or, dans le monde merveilleux de la bande dessinée. Voilà, je pense qu'il y a quelques mots fictifs dans tes dernières phrases, du type Ferrari, du type j'ai oublié les autres. Mais en tout cas, non, là, voilà. On retrouve dessus en tout cas un premier pas qui a été hyper intéressant, tant graphiquement, où on voit aussi des influences, moi je trouve, plutôt des compositions peut-être à la G.H. Williams, où tu t'amuses à casser les cadrages, jouer avec la narration visuelle pour permettre d'apporter pas mal de choses. Et puis, ce qui est intéressant, à mon sens également, c'est qu'on a vraiment un style qui est très réaliste, avec un trait extrêmement fin. Ça, c'est aussi une veine qui peut surprendre. Parmi Ouais. tes grands maîtres visuels, quel nom viendrait immédiatement en tout cas, Bah, à ta bouche? pour le découpage, tu as tapé juste, hein, c'est J.H. William III. Effectivement, j'ai sorti mon anglais pour le soir. Et non, non, mais ouais, j'avais lu le Batwoman, pardon, à l'époque, donc en 2012, je crois. C'était une grosse claque. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, on peut faire ça en découpage, c'est quand même bien stylé. J'ai rebondi après, un peu plus récemment aussi, sur le découpage d'Andrea Sorrentino. Je pense pas qu'il ait eu besoin d'IA, lui, pour faire son découpage. Donc, on ne parlera pas des dessins en tant que tel, mais en tout cas, son découpage, ça aussi, ça a été une vraie claque. Et je l'ai découvert un peu sur la fin de mon projet de Mal à Rage,
Et c'est marrant parce qu'il y a 2-3 similitudes quand même avec, avec le style, quoi. Et les personnages réalistes, je voulais en fait mettre des personnages réalistes, avec des proportions humaines, enfin vraiment tout ce qui va, enfin en tout cas essayer de le faire, parce que c'est quand même un petit peu une galère, mais dans des environnements et dans des histoires, des fois impossibles, quoi. Enfin voilà, je voulais vraiment qu'il y ait cette espèce de contraste comme il peut y avoir des fois dans des films d'horreur où on prend un cadre vraiment très classique, très simple, avec des personnages vraiment tout lisses, tout mignons, ou en tout cas très réalistes, ou peut-être même bien travaillés. Et d'un seul coup, ça glisse dans le fantastique ou dans l'horreur, vraiment abruptement, quoi. Et en fait, c'est vraiment l'impression que je voulais qu'on ait avec mes dessins. Ouais, là, je suis en train d'essayer de montrer quelques images aux personnes présentes. Voilà le type de découpage d'un J.H. Williams assez rapidement, parce que c'est pas non plus significatif de tout ce qu'il est capable de faire, au contraire. Mais c'est vrai que d'un point de vue purement recherche graphique, envie de montrer des choses, J.H. Williams a cette faculté-là à nous offrir un visuel qui est toujours extrêmement pensé, travaillé, tout en évitant la moindre lourdeur aussi. Ça, c'est une chose qui est intéressante à prendre en compte, c'est qu'on peut avoir un dessin extrêmement fouillé, beaucoup de choses à mettre sur ces planches, et au bout d'un moment, on peut en oublier, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, la narration pure. Et ça, c'est Mm. une chose qui, à mon sens, n'est pas facile à faire et qui demande une exigence extrêmement appuyée. Pour le coup, ce premier album de Malarage, on ne l'a pas forcément dit jusqu'ici, mais on en parlera tout à l'heure d'ailleurs de la campagne Ulule et notamment de Malarage qui fait partie des albums en tout cas que l'on propose sur Ulule. Je vais essayer de dire, je vous ai trouvé une petite planche qui est plutôt sympa si le format passe. Vous allez voir. Hop. Et on peut voir l'envie chez Nicolas de s'inspirer de scènes et cinématographiques et d'un découpage comme ça assez visuel. Des choses qu'on trouve beaucoup dans son travail, et notamment donc sur cet album qui s'appelle De Mal à Rage, dont je vais pouvoir montrer la couverture dans une petite seconde. Si la seconde se fait un peu plus longue, la voici. Hop là, voilà. Donc ça, c'était le premier album de Nicolas. Petite particularité, on peut aussi le voir, l'imaginer, c'est un album qui est entièrement sorti en noir et blanc. Ça, c'est une chose qui avait été extrêmement travaillée. Pourquoi, d'ailleurs, ce choix du noir et blanc à l'époque? Alors en vrai, au départ, c'est parce que je suis moins à l'aise avec la couleur. Comme ça. Enfin, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. et, euh, et en fait, je voulais avancer un peu vite dans. Voilà, comme je disais, j'étais parti du dessin, je voulais vraiment avancer dans un projet. Et la couleur, faire des recherches de couleurs m'aurait ralenti en fait dans mon envie de produire, de raconter l'histoire, d'avancer en fait de page en page. Alors, en fait, au bout d'un moment, j'ai pris. C'est devenu un parti pris en fait de graphique, tout simplement. C'est qu'au bout d'un chapitre, je me dis, bon, peut-être que je coloriserai. J'ai fait 2-3 tests de couleurs, mais c'était pas, je trouvais pas ça dingo. Et du coup, en fait, au bout d'un moment, j'ai trouvé une mécanique avec les nuances de gris. Enfin voilà, je trouvais que c'était plutôt bien dans l'ambiance. Et je m'y suis tenu jusqu'au bout. Quand j'ai proposé la BD à Bubble, on a évoqué peut-être le fait de mettre de la couleur. Et avec Thomas, en fait, on l'a écarté très vite, pareil, parce qu'on trouvait que ça, en fait, le noir et blanc et les nuances de gris servaient vachement le propos et la force de ce qui se passait dans Demain la rage par rapport au personnage de Damien dedans, quoi. Donc en fait, c'est un peu par manque d'expertise dans le domaine de la couleur que en fait, je trouvais une astuce noir et blanc et qui finalement servait le propos derrière et qui s'en nourrit. En fait, au bout d'un moment, je me suis dit, de toute façon, je fais en noir et blanc. Donc là, je contraste beaucoup, je peux jouer à mort sur les contrastes, les ombres, un peu à la manière du cinéma allemand de Fritz Lang, par exemple, qui joue beaucoup sur les ombres, les grosses structures géographiques, etc., quoi. Ouais, l'expressionnisme allemand si poussé, ça vient généralement quand on en a besoin, le mot ne vient jamais. L'expressionnisme allemand, d'ailleurs, qu'on a pu voir dans Nosferatu, qu'on a sorti en début d'année. Oui, carrément, ouais. Ça m'a fait. Enfin, j'avais discuté du coup
avec son auteur quand on était à Angoulême. Et il avait vu Demain la rage, et je lui avais montré Demain la rage après avoir été le voir au stand de Comics Initiative, justement, pendant qu'il dédicaçait. Et on s'était pas mal retrouvés sur le, le style graphique, c'était assez marrant, quoi. Donc, on avait pas mal discuté, c'était très très cool, quoi. Tiens, puis, hop, ouais, et on peut en profiter d'ailleurs pour dire que le Nosferatu est toujours disponible d'ailleurs. Et très très bien. Je, Oui, je rajoute ma pierre, je on sais est- pas, bon, je on botte, était mais quand je je l'ai le suis. acheté, il est très très bien. Écoutez, n'hésitez pas. Comme on me dit souvent, tiens, je vais remettre un lien. Hop, on va remettre un lien pour aller choper l'album de Marco. Il est dispo sur le site notamment de Comics Initiative. Hop là, allez-y, allez regarder. C'est magnifique et c'est assez génial. Comme, en tout cas, comme récit. Et là, pour le coup, faisons une transition, j'ai envie de dire, extrêmement, en tout cas, essayer de la faire un petit peu plus rapide. Euh, Ensuite, on en est venu j'en suis venu quelques mois après la sortie de Demain la rage à recevoir un petit dossier, pas si petit que ça d'ailleurs, un petit dossier d'un certain Nicolas B. Alors, je ne sais pas trop qui c'était, évidemment. Et pour le coup, Nicolas, tu es venu me présenter en fait ton projet suivant qui s'appelle Sous les méandres. Et sous les méandres, donc, je vais vous en montrer quelques éléments. Tiens, d'ailleurs, avant toute chose, on peut peut-être aussi signifier que Sous les méandres, il est en ce moment sur YouTube, sur Ulule, pardon. J'allais dire, on est normalement aussi en direct sur YouTube, mais bon, ça, c'est vous qui devez le savoir mieux que moi. Et je vais vous montrer la campagne de Sous les méandres parce que j'en suis très content. Et hop là, partage mon écran, qui arrive dans 2 secondes. Hop, il n'y a pas besoin de son pour ce magnifique écran. Voilà, donc Sous les méandres qu'on a lancé finalement il y a très peu de temps et qui est presque à déjà 50% de son objectif. Sous les méandres, donc le nouvel album choc de Nicolas Bazin. Regardez comme c'est beau. Hop, on commence déjà avec un univers évidemment très joyeux. Nicolas aime les œuvres joyeuses. Euh, Malgré son grand sourire et sa propension à se marrer, il aime beaucoup raconter des histoires sombres. Et c'est pas pour nous déplaire, sache-le aussi et sachez-le. Et en tout cas, voilà, on peut le voir, on voit les contreparties sur le côté, mais on va surtout parler de l'histoire. Tu peux nous en parler un petit peu ou tu veux que je te fasse un résumé rapido? Non, je peux en parler, il n'y a pas de souci. Bah, du coup, je fais quand même un petit parallèle avec Demain la rage. C'est que Demain la rage, c'est l'histoire d'un mec, vu du point de vue d'un homme. Voilà, donc je voulais vraiment changer radicalement de point de vue narratif et aussi bah, dessiner autre chose. Parce que j'ai quand même toujours le dessin en tâche de fond, on va dire, bah, sur mes choix, en fait, d'histoire ou pas. Et du coup, je suis très rapidement venu à un personnage féminin. Je voulais qu'on la suive de son adolescence à son début de vie d'adulte. Et du coup, dans ma tête est très très rapidement né le personnage de Emma, qui est donc une jeune fille qui va retrouver, attention, c'est vraiment pas super drôle, sa mère morte, suicidée dans le jardin, euh, et qui va en même temps que retrouver sa mère, entreapercevoir pardon, une créature, en gros la mort, et cette créature va la suivre, la marquer, et Emma va, plutôt que de rester dans son coin à dépérir, va prendre les devants et décider de la pourchasser, en fait, de pourchasser la mort pour idéalement la combattre, la battre, retrouver sa mère, enfin on ne sait pas, on verra. Mais, enfin moi je sais, hein, Mieux. mais voilà, donc l'idée c'est d'avoir, en fait, je voulais c'est vrai que le pitch comme ça, quand on me dit elle a retrouvé sa mère morte suicidée, tout de suite on part avec des violons et c'est pas la joie. On va dire que alors c'est des sujets graves, il n'y a pas de souci. J'essaye de prendre le plus de gants avec ça parce que bah voilà, on n'a pas tous la même sensibilité, on va dire. Et mais je voulais voilà un personnage fort, je veux qu'il y ait de la bagarre, je veux qu'il y ait du fantastique, qu'il y ait un côté thriller un peu à la Hellblazer. Voilà, je suis assez fan de Constantine et tout cet univers-là. Donc je voulais faire un peu mon Hellblazer en fait au féminin et voilà avec un personnage un peu badass et voir s'il y a d'autres niveaux de lecture. Voilà, je laisserai aux lecteurs et aux lectrices derrière. Je veux pas
spoiler mon intention même. C'est dur à vendre du coup quand on veut pas spoiler son intention. Mais, Non, moi, ce que je peux en dire, c'est qu'on a vraiment la volonté chez Nicolas d'aller explorer des univers que visuellement on ne connaît pas. Ça, c'est quand même hyper intéressant. Envie de défricher des domaines d'exploration assez inédits. Et pour le coup, moi, c'est une chose qui m'a immédiatement plu à la lecture du dossier que tu m'avais envoyé. Je sais pas si je te l'ai dit, sinon je t'aurais éconduit gentiment. En tout cas, non, j'ai trouvé l'univers visuel très intéressant et une chose qui est, à mon sens, ultra important, c'est que Nicolas, c'est quelqu'un qui est extrêmement ambitieux dans son approche de l'artistique. C'est-à-dire que par rapport à Demain la rage, il aurait pu, pourquoi pas, enchaîner avec un album qui aurait été finalement une sorte de continuité redite, sans en tout cas essayer de pousser plus loin ce qu'il était capable de faire. Et une chose, moi, qui m'avait surpris en découvrant cette première page, hop, puis on va descendre un petit peu, on peut le voir dans les compositions qu'on a ici, toujours très présente, je trouve encore plus fine et plus poussée, moi je trouve que celle en tout cas qui était déjà en prémisse dans Demain la rage, mais voilà, tiens, il y a cette page-là qui est assez incroyable. Voilà, tiens, on monte un petit peu, on descend, ça en composition c'est magique, et puis hop, on va descendre, on montrera les éléments importants après. Et puis c'est surtout ça en fait, ce qu'on voit là, c'est-à-dire cette envie de maintenant passer à la couleur et de nous montrer de nouvelles choses. On va vous montrer d'autres images couleurs. Là, on a la petite bande-annonce qui est calée. Hop, il y a quelques exemples. Enfin bref, il y a plein de choses à regarder de ce côté-là. Mais avant de poursuivre, tiens, on peut peut-être passer la petite bande-annonce. Je l'ai remise en place et normalement, on devrait avoir du son, rassurons-nous. Dans nos tests pré-émission, c'était pas foufou. Mais là, en tout cas, ça devrait pouvoir passer. Où est-elle? Elle est ici. Je vous propose de la regarder dans 3, 2, 1. Normalement, c'est parti. C'est stylé. Bienvenue. La classe quand même, cette bande-annonce. Hein. Je ne sais pas ce qu'on pense nos spectateurs, mais en tout cas, moi, je trouve qu'elle donne particulièrement envie de s'immerger dans cet univers. Et à l'occasion, tiens, je tiens à féliciter Nicolas qui l'a réalisé de manière, je trouve, particulièrement bien ajustée, parfaite. Moi, je trouve que la musique est top et que ça se prête super bien au visuel. Merci Popolita64, la bande-annonce. Ouais, nous aussi, on la kiffe. Donc, en tout cas, ouais. Non, mais c'est vrai. Non, mais en plus, je me permets. Du coup, Nicolas, c'est pas moi, hein, c'est un autre Nicolas. Oui, c'est un autre Nicolas, pardon. Ouais, je ne suis pas aussi fort sur l'animation comme ça, mais franchement, je lui tiens mon chapeau parce qu'en vrai, il a fait en page couleur, les seules qu'il y a, c'est celles de mon dossier que je t'ai envoyé. Donc, il n'y en a pas non plus, il n'y a pas 30 pages en couleur. Et en fait, avec les quelques pages qu'il avait, il a réussi à trouver la tonalité que même moi j'avais en tête par rapport à ces pages-là, quoi. Enfin, c'est vraiment très très cool. Ça fait toujours bizarre de voir ça avait débougé. Ça m'avait déjà fait le cas avec la première, mais là, ça fait d'autant plus bizarre. Surtout que j'avais pas donné énormément d'éléments en vrai. Donc, très cool. Non, c'est vrai. Bah, puis, quand on travaillait en tout cas sur la présentation de la campagne, on a pu s'amuser avec différents visuels. Là, je suis en train d'essayer de télécharger des pages qui sont un petit peu massives. Je ne sais pas si ça va passer au bout d'un moment. Ou la petite roue qui nous met comme quoi c'est très lent. Et quand ça va arriver, voilà, tiens, par exemple, il y a pas mal de visuels que Nicolas nous avait envoyés en préambule pour essayer de trouver des petites choses qui pouvaient être, en tout cas, à mon sens, ultra intéressantes à montrer.
Et pour le coup, c'est vrai que lorsqu'il s'agit de trouver un visuel qui donnait envie aux gens, c'est vrai que tous ceux qu'on a pu trouver sont vraiment incroyables. Tu as le bonsoir Gros Boule, voilà, Gros Bohol, qui nous dit que la bande-annonce est top. Tiens d'ailleurs, hop, la bande-annonce est top. Il Merci. nous salue chacun. Et évidemment, il salue notre invité de ce soir. Et comme on l'a déjà dit, ça a l'air effectivement mortel. Il n'y a pas que ça. L'intérieur l'est aussi, sachez-le, parce que Nicolas, il avance beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il a envie que l'attente soit la plus courte possible, évidemment, entre la publication en tout cas la campagne Ulule et ce qui arrive. Tiens, on va remontrer un petit peu d'autres images, évidemment. Tiens, celle-ci, on l'a montrée dans la campagne, mais c'est toujours sympa de la remontrer parce que c'est probablement aujourd'hui une de mes préférées. Tiens, d'ailleurs, on va remettre dans le fond. Hop. Ouais, bah, j'essaye d'avancer effectivement. Enfin, j'essaye, j'avance. Là, je suis dans mon atelier en fait que j'ai fait chez moi. Et du coup, ouais, j'avance pas mal sur les planches. Donc, je fais par étapes. Donc, je suis à une centaine de pages. J'ai dépassé la centaine de pages là sur l'ancrage. Et voilà, l'idée, ouais, c'est que bah, le projet sorte le plus tôt possible entre le moment de la campagne et le moment sortie envoi des colis, ça soit le plus court possible. Donc j'ai pris de l'avance en misant tout sur mon succès, bien sûr. Et voilà, non mais oui, il faut, après sinon ça... Nous, on y croit, et d'ailleurs, je le rappelle, la campagne est en cours. Ouais, c'est hyper important. On sait qu'on est sur une période un petit peu estivale, un petit peu à la cool. Certes, il fait trop chaud, on a plus envie d'aller boire un coup, de mettre les pieds dans l'eau. Mais en tout cas, c'est toujours une occasion aussi d'aller découvrir des bonnes BD. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de proposer tout le long de l'année. Mais là, en tout cas, je trouve on a une proposition très originale qui, en tout cas, a le mérite d'aller encore un peu plus loin. Moi, je trouve que ce qu'avait fait Nicolas sur Demain la rage. Hop, tiens, d'ailleurs, je l'ai mis en commentaire. Gros bol, gros boule. D'ailleurs, tu ne m'en voudras pas. Si c'est gros boule, le pseudo, je trouve ça marrant. Euh, qui nous disait déjà que Demain la rage était vraiment top. Donc voilà. Ah, Et merci. donc, hop, tiens, qu'est-ce que j'avais perdu pour le coup le fil de ce que je disais. La campagne Ulule, j'en parlais tout à l'heure, c'était l'occasion avec Nicolas notamment de réfléchir à pas mal de choses, parce qu'on a parlé de l'histoire évidemment, mais il y a quand même des choses qui sont ultra importantes à dire, c'est-à-dire à montrer, pardon. Hop. Et j'allais commencer par le premier élément qui n'est autre que la couverture que Régula, voilà, c'est ça qui va apparaître dans un 3, 2, 1. Voilà, la couverture, ça c'est celle que vous allez pouvoir retrouver par la suite, en tout cas en librairie. Hein. Dès que l'album sera financé, on pourra vous confirmer l'arrivée du titre en librairie. Et sous les méandres. Hein. D'ailleurs, pour l'anecdote, Nicolas, lorsqu'il m'a envoyé son dossier, ce n'était pas le titre définitif non plus. On avait un autre titre en tête, mais qui reprenait un petit peu un titre que nous venions de sortir chez Caï. Qui était quoi? C'était Sous les abîmes, je sais Même pas. Abîme, ouais, c'était Abîme tout court. Oui, c'était Abîme, exact. C'était plus exact. un type de travail, c'est vrai que c'était un peu... En plus, ça partait d'un truc assez pompeux, ça partait une citation. Alors attention, là, ça fait le mec qui sait des trucs, mais pas du tout. Hein. C'était une citation de Nietzsche sur... en fait, quand on regarde trop longtemps l'abîme finit par nous regarder. Et ça s'y prête pas mal par rapport à mon histoire. Donc j'avais pris juste le mot abîme dans le lot. Et ça a été mon type de travail, en fait. Quand je commençais à dessiner, j'avais fait un dossier pour commencer à faire mes croquis et tout ça, quoi. Je marquais abîme. C'est comme ça que je l'appelais. C'était simple, il y avait un seul mot. Mais Sous les méandres, ça, c'est mieux. Effectivement, il y avait chez Comics Initiative pile poil des choses qui sortaient comme ça. Ouais, et pour ne rien gâcher, sachez que Nicolas avait beaucoup, beaucoup d'idées de titres. Ah, bien. Et finalement, celui-ci a fait consensus, j'ai envie de dire, assez rapidement. Hein. Ouais, c'est vrai. Hein, oui, oui. Bah, en fait, je tournais beaucoup. Je voulais. Je bafouille. On l'a refait. Non, en fait, je voulais pas un titre
qui soit. Alors, parce que le pitch, il est un peu. Quand on le raconte, c'est pas non plus la joie. Je voulais pas que le titre soit aussi une descente encore plus profonde dans la dépression. Parce qu'en vrai, c'est pas du tout le propos de Sous les méandres. C'est pas du tout une BD dépressive. C'est pas du tout le but. Et justement, c'est là où, quand tu parlais de la couleur tout à l'heure, là, la couleur, elle aura un intérêt parce que ça va être une BD qui sera vraiment très colorée. Alors, c'est pas, je fais pas un monsieur madame, hein, mais ça serait marrant. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir un truc très coloré qui comparte avec le propos, mais qui l'atténue aussi un peu parce que je veux que le lecteur se concentre sur les personnages et sur des fois le changement de ton dans la BD pour que ce soit vraiment abrupt. Je m'inspire beaucoup du cinéma, comme je disais. Dans la BD, on peut pas faire de jumpscare, c'est pas possible. Donc en fait, c'est un peu l'idée, c'est graphiquement essayer de retrouver ce truc-là de je lis une bande dessinée, c'est à peu près normal, il y a des couleurs, c'est joli, et d'un seul coup, pop, je passe de l'autre côté du miroir. Donc il y avait cette idée-là, et je voulais pas que le titre ce soit vraiment une descente dans les abîmes. Enfin, on avait plein de titres quand on cherchait le titre, il y avait plein de titres comme ça, dans le gouffre ou dans machin, enfin des trucs plus dark les uns que les autres. Le gouffre de l'abîme. Le gouffre de l'abîme, comme ça au moins on est vraiment bien dedans. Mais comme c'était pas non plus un truc de spéléo, enfin voilà, je voulais quand même, je voulais quand même qu'il y ait une logique. Non mais et du coup, c'est vrai que le mot méandre, je trouve que c'est un mot qui est plutôt joli. Et, et en fait, dès qu'on l'a évoqué, c'est vrai qu'il est resté et il permettait en plus de faire un peu des choses avec la typo, il permettait de faire des choses graphiquement sur la couve qui étaient intéressants et qui faisaient écho à ce titre-là, qui lui-même faisait écho au discours à l'intérieur. Parce que comme pour Demain la rage, ce qui m'intéresse dans les personnages, c'est ce qu'il y a dans leur tête en fait et comment ils perçoivent le monde. Et c'est pareil, ça va être sensiblement, c'est pas le même sujet, mais c'est sensiblement le même principe pour Sous les méandres, où il se passe des choses, c'est visuel, c'est frontal, mais aussi on est du point de vue du personnage d'Emma du coup et voir est-ce que je spoil vraiment rien, hein. C'est vraiment toujours jouer un peu sur cette limite, surtout quand on parle de créatures et ça. Est-ce que c'est réel, est-ce que ça ne l'est pas? Enfin voilà, avoir ce jeu un peu là et sous les méandres, c'est les méandres de la pensée, enfin plein de choses. Ça évoque plein de choses comme ça. Du coup, ça permettait d'avoir ce petit pourcentage de est-ce que c'est vrai ou pas? Rien qu'avec le titre, ça permettait ça, je trouve. Ouais, puis après tout, c'est vrai que moi je trouve que ça inspire un petit côté magie, un petit côté gothique peut-être, un petit côté poétique. Voilà, c'est un petit peu tous ces mélanges-là en tout cas, je trouve, qui se perçoivent déjà dans l'album. Alors là, je leur dis pour celles et ceux qui tombent pour le moment sur les images qu'on est en train de présenter, l'album, en fait, il va être disponible en deux versions. Et c'est vrai que là, je vous présente surtout la version noir et blanc, parce que Nicolas travaille d'abord les planches pour les terminer en noir et blanc, avant ensuite de les faire en couleur. Il y a peut-être le petit, je ne sais pas si je vais pouvoir retrouver le petit gif et le passer ici. On va essayer, voir si ça marche, mais en tout cas. Ouais, la version noir et blanc, ça sera une version. C'est pas que le line, enfin le line, donc juste l'ancrage, juste le trait. Il y aura aussi les nuances de gris en fait, qui sont. En fait, j'ai mon étape de brouillon, mon étape d'ancrage. Après, je fais les nuances de gris, donc tout ce qui est les ombres et les lumières, en gros. Et après, je passe à la couleur. Comme tout ça, je le fais en numérique sur la couleur, le nuance de gris et la couleur. C'est hyper pratique. En fait, ça me permet d'avoir déjà mes nuances. Et après, je peux corriger, changer des choses, hein. Il n'y a rien n'est gravé dans le marbre parce que c'est numérique, en l'occurrence, cette partie-là. Donc ça amène en tout cas, entre la première version qu'on voit, qui, on va dire, est surtout ancrée comme là, avant de passer sur une version où tu vas rajouter la nuance de gris, on va dire que déjà, entre ces deux étapes-là, tu rajoutes énormément d'ambiance, un côté texturé qui est vachement intéressant. C'est un peu ce que tu avais déjà proposé dans Demain la rage. Je trouve que là, on le voit notamment avec la jeune femme et son apo mortuaire, on va l'appeler comme ça. En tout cas, nous amène moi je trouve un truc visuellement qui claque, comme la séquence avec la porte qu'on voit ici. C'est vraiment deux choses, en tout cas, qui, à mon sens, donnent envie de découvrir la BD. Ce qu'on a proposé quand c'est vrai qu'on a commencé à échanger tous les deux sur le bouquin, c'est un petit peu pour moi
ultra intéressant et presque même indispensable de se dire que on pouvait avoir l'occasion de faire une chose, c'est-à-dire que on peut présenter finalement l'album sous deux attraits, deux apparats différents. C'est vrai qu'on a soit les méandres, comme vous le voyez ici, avec cette couverture régulière, mais également avec une autre couverture qui va du coup être celle de l'édition collector, qui est celle-ci, voilà, qui pour le coup va présenter plus de subtilité qu'une simple couverture limitée ou version matiérée, etc. Je ne sais pas en termes de fabrication. L'idée, c'est que là, pour le coup, on va vraiment vous proposer la version couleur et la version noir et blanc dans cette collector-là. Donc, cette version collector, elle n'a qu'une version à l'intérieur, tout en noir et blanc, comme on peut le voir d'ailleurs dans l'image de fond. Hein. Je vais mettre sur le côté, comment on fait, voilà. On peut le voir dans l'ILU au fond. Voilà, par exemple, le type de double page ici, que vous pourrez retrouver dans l'édition collector. Ce qui montre aussi un petit peu deux aspects du travail de Nicolas. Donc, si vous êtes plus sensible au noir et blanc ou à la couleur, j'ai envie de dire, il y a deux versions à proprement parler au choix. Et ça, moi, je trouve que c'est assez intéressant, surtout qu'on a travaillé ensemble pour que les deux versions restent à un prix accessible. On est à 25 € sur la version normale. Et là, je cours me rappeler du prix du collector parce que j'avoue, j'avais oublié. Et 40. on est à 45. Ouais, ce qui est hyper accessible sur une édition limitée, déjà pour le savoir, et puis qui sera hors commerce, ça aussi il faut le dire, et que seuls les quelques libraires qui participeront à la campagne et réserveront un pack libraire pourront le proposer derrière. Donc ça reste une particularité qui, à mon sens, a du sens, pour répéter le mot sens, et qui doit vous intriguer. Si vous avez aimé De Mal à Rage en noir et blanc, n'hésitez pas à craquer pour le collector, vous ne serez pas déçu visuellement parlant, ça c'est sûr. Et puis, si vous êtes aussi aventuré que Nicolas, les méandres en version couleur, ça va taper. Et aussi une particularité dans l'album par rapport à De Mal à Rage, c'est aussi un petit peu pour ça qu'on le vend 3 € plus cher que la version de Mal à Rage, c'est qu'il y a beaucoup plus de pages en fait. Oui, c'est aussi le truc, ouais. Ouais, alors c'est pas fait exprès, hein. Le but c'est pas de faire un concours du plus gros, la plus grosse BD. Mais ouais, en fait, au fur et à mesure que j'écrivais, en fait, j'écris en même temps, je fais le storyboard. Comme on voit sur le dessin derrière, j'aime pas faire trop des trucs étriqués en dessin. C'est vrai que j'ai un peu gardé mon habitude une habitude sur une BD, mais mon habitude de mal à rage, c'est-à-dire de travailler en double page. C'est-à-dire que souvent, je prends une double page et je me dis, tiens, c'est un tableau et alors le tout, c'est d'avoir un fil narratif qui se tient, mais il va y avoir des structures, des compositions vraiment hyper différentes sur pas mal de pages. Et là, du coup, quand je faisais mon scénario, en même temps, je fais mon storyboard. Et je me dis, ah oui, mais là, c'est dommage de faire que des petites cases resserrées, machin. Donc, j'étends. Et j'en suis à 200. Mon storyboard, c'est le truc derrière moi, mon storyboard, qui est là. Il y a 230 pages à peu près dedans. Donc, c'est sur ma porte, je le mets là. Comme ça, je le coche quand j'ai fini de faire le brouillon. Je mets un coup de stabilo jaune. Quand j'ai fini de faire l'ancrage, je fais un stabilo rose. Ça me donne l'impression d'avancer. Mais ouais, il y a à peu près tout. Après, je change des fois la composition, je change des petites choses de ci, de là. Mais en gros, c'est mon guide fil là-dessus. Mais pour l'instant, même en ayant modifié, des fois j'ai resserré 2 pages, 4 pages sur 2. Mais du coup, après, je me dis, quand j'arrive à un endroit où j'avais pas trop étendu, je me dis, en fait, je peux le faire sur 2 pages de plus, vu que j'ai resserré avant. Donc en fait, je ne suis pas du tout économe, je suis con. Mais je m'enlève 2 pages, je m'en rajoute. Et là, je m'en suis rajouté quelques-unes, mais que j'avais gagnées avant. Donc bon, je tombe toujours sur à peu près 230 pages. Voilà. Et qui dit auteur un peu con à rajouter des pages, dit aussi éditeur un peu con qui lui dit oui, hein, sans aucun frein. Oui, c'est ça, c'est pas vrai. Désolé, hein, mais comme c'est pas grave. Dis le nombre de pages, tu m'as dit, mais c'est toi qui vois et tout. Bon, ok. Après, c'est vrai qu'il faut que je les dessine. Je les sors pas de je sais pas où. Mais, non, l'objectif, je dis toujours que faut pas penser en termes de pages dans ces cas-là quand on a une histoire à raconter. C'est l'histoire qui prévaut. Donc, si ça fait 228 à la fin, 242, en fait,
peu importe. L'idée, c'est que et l'auteur, et l'éditeur, et les lecteurs s'y retrouvent en trouvant une lecture qui les ravit et qui les déçoit pas, en fait. C'est surtout ça la priorité, jamais décevoir. Je suis lecteur aussi, tu vois, et j'essaye vraiment, alors je veux pas la science ultime, hein, très loin de là, mais j'essaye de me mettre à la place justement de quelqu'un qui lirait mon histoire. Donc je relis souvent à intervalles assez réguliers ce que j'ai écrit, enfin voilà, pour voir si ça se tient en termes de rythme. Est-ce que bah tiens, là j'ai fait une scène où il se passe un truc un peu horrible, est-ce qu'on va pas un peu redescendre la pression derrière pour la refaire remonter? Enfin voilà, vraiment jouer sur les codes du fantastique et de l'horreur, hein, donc c'est les montagnes russes, enfin en tout cas j'essaye. Et même en modifiant deux, trois petites choses pour me dire, ah non, cette scène-là, elle serait mieux là. En fait, je fais que déplacer des scènes en fait, qui, en vrai, ne changent pas en nombre de pages. Donc, j'ai l'illusion de changer des trucs. Puis, moment, je me dis, bah attends, j'ai rien changé du tout. Et comme tu ne m'arrêtes pas, bon, bah voilà. Après, pour l'instant, ça n'a pas bougé. Hein, donc, il n'y a pas de raison. J'ai mes rebondissements jusqu'à la fin. J'ai mon dénouement. J'ai pas décidé de changer le truc. Donc, normalement, ça s'arrête là. Mais, et comme Demain la rage, je ne sais pas penser pour avoir une suite, etc. Je le pense, hein, c'est un one-shot. Donc, je me dis 230 pages, 25 €, tu vois, on est bien. En vrai, on est plutôt même très bien, et ça, c'est Très bien. qui, à mon sens, est notable parce que, comme tu le dis, tu es lecteur, je le suis également, et c'est vrai que aujourd'hui, la bande dessinée a vu ses prix monter dans tous les sens, et que ce soit en manga, qui était plutôt adulé pour son côté petit format, certes, mais à prix abordable, les prix augmentent, les formats augmentent avec les Perfect Editions. Euh, je pense notamment à la dernière version de Berserk, qui Ne me lance pas là-dessus. Ne me lance tout simplement pas c'est le polémique de beaucoup. Voilà, comme beaucoup, je ne voulais pas, et finalement, je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté. Bon, bref. Oui, t'as vu le commentaire? Pardon, excuse-moi. Je n'ai aucune volonté. Voilà, sachez-le. Je me suis laissé retenter. Voilà. Mais en vrai, c'est bien. Voilà. Bon, après, on s'en fout, on est parlé pour parler de Berserk, et on pourrait lancer d'ailleurs un fil tout de suite. Sauvons Berserk en version perfecte ou pas? Sachant que visiblement, ça part très bien, en tout cas, sachez-le. Bref, en tout cas, pourquoi on parle de Berserk? Je ne sais plus, en tout cas, dire que Le prix des formats et tout ça. le prix et le format ont du sens, et c'est vrai que euh, aujourd'hui, la volonté, en tout cas, moi je parle à titre personnel de Comics Initiative, c'est essayer de faire un max d'efforts dans tous les sens pour que derrière, les livres des auteurs restent abordables en librairie. Euh, je sais que sur le format que l'on a fixé, sur la pagination vers laquelle on tend, d'autres éditeurs iraient à 30 €, voire même plus. Moi, je trouve que c'est dommage de se priver finalement d'un coup de cœur en librairie par la suite, lorsque quelqu'un découvrira le livre et se dira, il est 10 balles trop cher, 35 € c'est hors de prix, là où 25 € finalement ce sera presque une vraie opportunité de se dire, je ne sais pas si c'est bien, ça a l'air cool, j'adore, ce que j'en vois, j'adore. À 25, je suis peut-être à la limite de mon budget, mais j'en prends 15. J'en prends un, évidemment. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est qu'il y a. Bah voilà, comme tu disais, je suis lecteur aussi et tu as un choix. Enfin, sauf ceux qui ont les moyens, hein, tant mieux pour eux en vrai, ouais, bien sûr. mais quand j'arrive en librairie et que bah, je lis des comics, je lis des mangas, je lis un peu de franco-belge quand même. Puis ceux que j'aime, c'est généralement un peu ce qu'on appelle les romans graphiques, tu vois. Enfin, donc c'est un peu les trucs un peu épais. Et ceux-là, ils commencent vraiment à taper dans le 29, 30 et plus. Du coup, bah, ça réduit. Les mangas, pareil, même sans parler de Berserk, il y a plein d'éditeurs maintenant, effectivement, avec les Perfect, c'est 15 balles, c'est machin. Enfin voilà, on ne peut pas acheter tout, il faut faire un choix. Donc je suis vraiment super content qu'on puisse proposer un prix en fait, très proche de ce qui avait été proposé avec Demain la rage ouais, c'est ce commentaire-là, pardon, que j'avais vu, ça me fait marrer. Parce que Superman, c'est mon personnage préféré, donc je suis très content. Mais c'est des vraies lunettes que j'ai. Voilà. On sait qu'un réalisateur a fait un casting récemment pour un film Superman. Il aurait pu chercher un peu plus loin. Peut-être aurait-il été plus crédible. Je ne sais pas. J'aurais dit non parce que je suis en train de faire une BD, j'ai pas le temps. Ouais, évidemment. Peut-être non, pas la nuit, il n'y a pas le temps. Non, en tout cas, non. Le prix, en tout cas, ça faisait partie des choses sur lesquelles on voulait faire hyper attention. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, j'aime bien aussi expliquer une chose, c'est que Ulule, c'est pas juste pour faire style, c'est pas juste
pour, j'en sais rien, pour faire n'importe quoi. L'idée, c'est qu'évidemment, en soutenant un projet sur Ulule, on soutient l'auteur, on soutient aussi la maison d'édition et surtout, on soutient un projet, un bouquin qui peut nous plaire, à qui on veut donner, on va dire, le maximum de possibilités pour que celui-ci, finalement, arrive dans sa plus belle des façons, des facettes, sa plus belle édition, voilà, cherchez le mot. Et ça reste hyper important. Donc, n'hésitez pas à aller faire un saut sur la page, la page Ulule. Hop, tiens, je vais remettre, tant que j'y repense, je l'avais mis tout à l'heure au tout début de l'émission, on va le noter ici. Voilà, n'hésitez pas à y aller parce que c'est vrai que le projet de Nico, il vient de débuter et ce serait cool qu'on puisse continuer à le faire avancer, progresser ensemble pour aller évidemment au 100% et même au-delà, hein, infini au-delà. Le livre Mais, de Marqueur. oui, c'est vrai ce que tu dis. Moi, j'aime bien. Bah, je back aussi pas mal de trucs sur Ulule, n'en déplaise à mon compte en banque. Mais c'est vraiment, enfin, pour le coup, c'est vraiment une démarche qui est particulière. Il y a vraiment un truc vraiment bah, on veut accompagner le projet. Enfin, je prends rarement les trucs où on marque mon nom dedans et tout ça. Je ne recherche pas la gloire, mais j'ai vraiment envie de participer. Voilà, je sais que ça va vraiment aider. Enfin voilà, pour l'avoir vécu avec Demain la rage et là de le refaire là. Et je sais que notamment sur la bande dessinée, c'est compliqué. On est très nombreux. Il n'y a pas beaucoup de place par rapport à tout ce qui sort. Enfin voilà, pour sortir un peu du lot entre guillemets et pouvoir en faire son métier, ou en tout cas partiellement ou totalement. Bah, les campagnes Ulu, elles sont pas mal pour ça, parce qu'on a vraiment des gens qui ont cette démarche-là d'aider un artiste, parce que c'est le mot, d'aider un artiste à concrétiser son rêve, en gros, enfin, ce qu'il a dans la tête, et de le mettre sur papier. C'est con à dire, mais c'est un vrai kiff, enfin, au-delà de l'argent qu'on peut gagner, enfin voilà, etc. C'est pour l'instant, en tout cas à mon niveau, jamais j'ai pas La Ferrari. de Ferrari, toujours pas. Non mais voilà, voilà, il faut vraiment avoir des gros contrats pour commencer à être tranquille. C'est vraiment une démarche artistique en premier lieu. C'est un kiff de voir son bouquin en librairie, c'est un kiff de recevoir le carton avec ses livres dedans, avec ce qu'on a dessiné pendant 1 an, 2 ans. C'est vraiment un sentiment incroyable. Et du coup, une campagne Ulule, c'est vraiment c'est du mécénat. Enfin, même, on a toujours c'est souvent des trucs mécènes avec des prix plus ou moins indécents dans les campagnes Ulule. Mais rien que prendre le livre, de participer, ça participe vraiment à la création du livre. C'est-à-dire que sans la campagne Ulule, le livre, il n'existe pas. Donc, il y a vraiment un rapport direct entre ce que moi je fais et ce que les gens apportent. Oui, c'est de l'argent, mais vraiment, enfin, moi, je suis hyper redevable aux personnes qui m'ont suivi sur Demain la rage, ceux qui me suivent là déjà dans cette campagne-là qu'on vient de commencer. Enfin, vraiment, c'est vraiment incroyable, quoi. Donc, Et puis, il y a une chose qui est quand même extrêmement cool, c'est qu'on a un lien direct en fait avec les lecteurs. Alors, je dis toujours, on préfère nourrir plutôt qu'un gros éditeur. C'est ce qui dit le gros. C'est pas pour moi. Je vais me mettre à l'aise, ce Franck, vous allez voir. Non, blague à part, le côté en tout cas qui est hyper intéressant, c'est que ce rapport direct et ce lien avec finalement les lecteurs, les soutiens, il est à mon sens primordial parce que c'est aussi un indicateur sur la manière dont on veut faire les choses, si on travaille bien. Là, je parle pour moi en tant qu'éditeur. Non, je suis staturé. Merci, Franck. En tout cas, non, l'idée, c'est vraiment pour moi, par exemple, en tant qu'éditeur, ce lien-là, c'est aussi ce qui permet de ne pas avoir aussi de limites. La seule limite, finalement, c'est les lecteurs qui vont nous l'octroyer en disant ce projet-là, j'en veux ou j'en veux pas. Et jusqu'ici, je touche triplement du bois, je lève la jambe pour retoucher mon bureau aussi. Tous les projets ont réussi à se faire grâce aux lecteurs, grâce à vous qui avez pu participer. Et aussi voir qu'ensuite, nos titres, et pour le coup aussi nos auteurs, sont de plus en plus reconnus derrière en librairie. Par ailleurs, c'est une chose que j'avais peut-être pas évoquée jusqu'ici, mais dans notre optique de progresser aussi, je sais qu'il y a des libraires qui nous suivent ou qui mettent la rediff.
sachez que dès le 1er juillet, on change notamment de distributeur pour une raison simple. Pas de raison, évidemment, mais en tout cas, pour une principale, c'est que le nouveau distributeur qui s'appelle Dodd a vocation à toucher encore plus de librairies spécialisées, évidemment, BD, mais aussi généralistes. Et c'est vrai qu'on a un catalogue aussi large que Comics Initiative, c'est-à-dire qu'on va des primo-lecteurs avec un titre comme Papy Génial à Sous les méandres qui nous emmène dans un univers pas joyeux, et plus pour adultes. En tout cas, tout ça, c'est des choses qui peuvent toucher énormément de monde. Et puis, pour moi, les choix que je propose, je suis ravi de voir qu'ils touchent des gens qui, des fois, on va dire, ne dégainent pas sur un projet dès le départ sur Ulule, vont peut-être le prendre plus tard, que ce soit sur le site internet, en salon ou en librairie. Et pour le coup, venir me dire, putain, en vrai, j'avais pas forcément envie de le lire. Puis bon, en fait, je me suis laissé tenter et putain, c'était vachement bien. Hein. Ça, en fait, c'est aussi grâce à vous qu'on arrive à faire ça. Et proposer, par exemple, des projets aussi différents que À la recherche du vent perdu, ou Sous les méandres aujourd'hui. Ça doit être 2 projets en cours sur Ulule qui sont totalement différents et je trouve, à mon niveau, ultra intéressant. Moi, en tant que lecteur, j'ai envie de lire les 2. Et je vais lire les 2. Donc voilà, donc faut vraiment pas hésiter à aller soutenir le projet tant qu'il est en financement participatif, évidemment. C'est là que finalement on va être capable de donner les plus belles choses aux auteurs et aux lecteurs. Si l'auteur pense, mais j'en suis sûr. Et je rebondis, je vois dans les commentaires, il y a Vincent qui dit que ça permet une liberté de choisir et de se voir proposer des projets hors des sentiers battus. Ouais, voilà. Et je suis vraiment, ouais, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que il y a plein de propositions vraiment mortelles, hein, même dans la BD franco-belge. Il suffit de regarder dans les librairies, il y a vraiment de tout. Enfin, pour le coup, on peut pas. Mais c'est vrai que, par exemple, là, tout à l'heure, on parlait de moi, que mes influences, ce qui m'a apporté. J'ai toujours que du comics et des mangas, en gros, en référence. Et c'est vrai que quand je monte un dossier éditeur, mes références, c'est Andrea Sorrentino, J.H. Willem III, Kentaro Miura, et mon découpage, il est un peu particulier, et machin. Et c'est vrai que les éditeurs plus classiques, on va dire, auxquels je l'ai proposé, parce que je l'ai proposé à plusieurs personnes, le retour, c'était en gros que ça ne revenait pas. Bolloré. J'ai envoyé à plein de monde, mais j'ai même, à un moment, je me suis même dit, mais est-ce qu'il faut que je change la forme? Donc j'ai fait des tests de planches. J'ai eu un retour d'un ami qui est aussi auteur et qui m'a plus ou moins assassiné. Quand je me suis relevé après cet assassinat, j'ai pris du recul et il avait raison en fait. C'est en phrase d'artiste, attention, je me trahissais en fait. C'est vraiment, je faisais un truc, ça se voyait que je faisais un truc qui n'était pas du tout moi. Et moi, voilà, j'aime les dessins un peu bordéliques, j'aime que ça soit dans tous les sens, que le cadre explose et me faire des cadres, des gaufriers. J'en fais de temps en temps, hein, s'il y a besoin pour la narration, mais je m'éclate quand je l'éclate, justement, ce gaufrier. Et j'ai perdu mon fil de pensée, mais voilà. Et c'est vrai que les campagnes Ulule, ça permet pas de faire ce qu'on veut, parce qu'en vrai, effectivement, il faut la validation d'un public. C'est le premier retour, en fait, quasiment. C'est plus rapide même qu'un retour en librairie. C'est-à-dire que moi, le retour en librairie de Demain à la rage, j'ai su très tard comment c'était. J'ai eu des critiques, des choses comme ça, des gens qui sont venus vers moi en me disant que c'était mortel, normal. Mais des chiffres librairie, des retours comme ça un peu plus factuels, je l'ai su très très tardivement. Et en vrai, ça a pas, pour moi en tout cas, ça a moins d'importance que quelqu'un qui vient me voir en salon, effectivement, à Angoulême ou autre, et qui me dit j'ai adoré, ou qui le prend quand même comme ça sur un coup de tête, et qui sur Instagram plus tard, parce qu'il m'envoie un message et il me dit j'ai aimé, ou s'il m'envoie pas de message, je considère qu'il a pas aimé, mais ça je le tais au fond de ma tête. Mais c'est nécessaire. Mais voilà, du coup, c'est un retour qui est direct. Je suis désolé, je digresse. Je fais un parallèle très vite parce que à côté, normalement, j'ai un vrai métier. Je suis enseignant et on voit le traumatisme que Jacques Glénat. Hein. Les auteurs ne sont pas. Ils ne lisent pas ma BD, hein, mes élèves savent.
ils savent que je fais du dessin et tout ça, mais ils lisent pas mes BD. Mais dans le métier d'enseignement, le seul truc qui m'intéresse, c'est le retour direct des élèves. Et en fait, les campagnes Ulule, ce qui est super cool, c'est que c'est le retour direct des gens. Alors, si ta campagne, elle marche, c'est mortel. Si ta campagne, elle marche pas, bon, bah, voilà, tu pleures, tu te mets dans un coin et tout ça. Mais voilà, c'est un retour qui est hyper agréable. Et puis, vraiment, comme je leur dis, c'est toutes les personnes qui ont baqué, moi, sur Demain la rage et qui viennent me voir en salon, je me dis, dans ma tête et dans mon cœur, ils ont un truc un peu particulier. Vraiment, c'est con, on dirait une chanson de tragédie. Mais, mais vraiment, ouais, il y a vraiment un truc, quoi. Putain, ouais, cette personne-là, elle a bien aidé à faire se réaliser ce rêve de gosse, quoi. Et puis, tiens, je suis en train de chercher d'autres petites images à dévoiler. Tiens, celle-ci, on la voyait un petit peu tout à l'heure sur Ulule. En fait, j'essaye de vous animer un petit peu le fond de la conversation avec des images qui étaient déjà prêtes. Voilà, donc avec cette porte un petit peu tragédie, oui, voilà la référence. Voilà. Est-ce que tu m'entends, Nico? Tragédie, ouais, la ref. Je me demande si quelqu'un avait la ref sur la porte blanche du trailer. Alors, il n'y a peut-être pas beaucoup de monde qui a regardé dans le détail, mais... Celle de Docteur? Non, c'est pas le Docteur. Non, on dirait la porte du Tardis aussi. Attends, je vais essayer de la remettre. On va la mettre sur cette page-là pour le coup. En fait, dans tout ce que je fais, j'aime bien glisser des micro-refs ou des trucs comme ça pour les sachants. C'est la porte de la maison dans Freddy, les griffes de la nuit. Ah. Voilà, c'est des trucs à la con, mais j'aime bien mettre des trucs comme ça de temps en temps. Quand j'ai pas trop d'idées c'est pas que c'est pas une idée, au contraire, c'est que ça permet de glisser comme ça un petit caméo pour les sachants. C'est intéressant. Ouais, c'est un peu des auto-kiffs en vrai, mais j'avais. Merci. Et j'avais un bon commentaire, pardon. Les gens ne peuvent pas les lire. Mais dans Demain la rage, j'avais mis. Il y a un personnage qui sort du collège et son père vient donc le chercher. Et il y avait on voyait la sonnerie avec des notes de musique. C'était le générique de Doctor Who que j'avais mis en partition en haut, quoi. Enfin, voilà, je mets des trucs que je kiffe et je me fais plaisir. Roboul qui nous dit qu'il pensait plutôt à la 9e porte. Non, j'avais oublié ce film, pourtant je l'avais beaucoup aimé, bizarrement. Ouais. Autant je n'aime pas le réalisateur, autant j'adore ce film. Je le piraterai si je veux le re-regarder, du coup, pour pas lui donner d'argent. Et je te le transmettrai. Et je le mettrai sur chez tout le monde avec BitTorrent. Mais non, je rigole. Égalité avant tout. Mais voilà. Bien. On va avoir Adopi chez moi, après, ils prennent de la place et tout, c'est relou. Mais d'ailleurs, la vraie question est, Adopi existe-t-il encore? J'en sais rien. Ils m'ont envoyé 2 courriers dans ma vie. Mais... Ah, moi, je n'ai jamais reçu. Ouais. C'est pas mon adresse, j'imagine. T'avais un VPN, c'est pour ça. Même pas. J'ai mis des plombs à savoir à quoi ça servait. Ce qui est vrai, tiens, et je voulais remettre un petit gif aussi, tant qu'on y était sur une autre planche d'une séquence que. Je vois pas les planches en même temps parce que j'ai pas le même affichage que le truc, mais c'est pas grave, c'est celle de la baignoire. Exactement, que je suis en train de chercher. Attends, j'ai pas fait 15 000 en couleur, donc c'est vite. Bah ça, c'est une scène, c'est un des premiers trucs que j'ai dessiné, je crois. Quand j'ai eu l'idée du personnage, d'Emma, etc., j'ai pensé à cette scène fort joyeuse de cette jeune fille qui s'ouvre les veines dans sa baignoire. Et les mains qui sortent de la baignoire, c'est aussi un clin d'œil à Freddy. Voilà, pour la peine. Donc, comme vous le voyez, Nicolas nous promet une aventure joyeuse. Ouais. Non, mais la thématique, elle l'est vraiment pas. C'est vrai que on parlait ça parle de plein de trucs comme ça, mais c'est pas. Je pense pas que ce soit enfin, comme je citais tout à l'heure, les Hellblazer. Hellblazer, ça parle de la mort, c'est incessant. Enfin, c'est que des trucs archi glauques, le cancer, nanana, dans ceux de Garcenis notamment. Et pourtant, c'est pas ce qu'on garde. On garde le personnage cool de Constantine. Alors, j'ai pas du tout la prétention de faire Constantine. Il est trop haut dans mon cœur pour ça. Mais moi, quand tu me l'as envoyé avec la description du scénario, ça m'a fait penser à un film dont... Attends, je vais chercher le nom du réalisateur pour me la péter alors que je ne me rappelle pas.
Hop, vous allez voir. Oh ouais, bravo, Mickaël, je l'ai trouvé tout de suite. C'est le film The Cell de Starsem Singh avec Jennifer Lopez et Jennifer l'autre. Lopez, qui rentre dans l'esprit du tueur en série pour retrouver la petite fille, là. Ouais, je trouve que dedans, ce qui était ultra intéressant dans ce film, c'était Bah, ça, le côté délire visuel qu'on était capable d'entrevoir et que je trouvais assez ouais. fascinant, je dois bien avouer. Bah, ça a toujours un peu. C'est pas un film que j'aime particulièrement. J'ai jamais été trop fan de films avec Jennifer Lopez dedans. J'ai jamais trouvé que c'était une actrice incroyable. Mais, mais dans l'idée, en fait, pas dans l'idée, dans la représentation en fait de la psyché d'un tueur en série, je trouvais que c'était vachement bien fait. Je trouvais vraiment hyper intéressant, ce côté hyper grandiose, théâtral, cyclopéen, enfin des trucs, il y a vraiment visuellement des choses incroyables. Le film en lui-même, je suis moyen fan, pardon, mais vraiment visuellement, par contre, il y a rien à dire. C'est vraiment, c'est lui aussi qui avait fait The Fall, je crois qu'il fait que des trucs avec The dedans. Mais et pareil, il y avait tout un délire visuel. Enfin, c'est visuellement en tout cas, c'est très intéressant. Et je crois que ça a toujours été un peu en tâche de fond dans ma tête aussi, notamment pour Sous les méandres. C'est pas du tout le même sujet, mais Non, va y non, non, avoir c'est pas du tout pareil. des strates un peu oniriques à des moments, et c'est vraiment le genre de truc que j'ai en tête. Aussi avec des tableaux. Alors je sais jamais comment ça se prononce, je suis hyper désolé. C'est un artiste qui s'appelle Beksinski, c'est un artiste polonais. Il y a une super vidéo de HAL 236 dessus qui est incroyable. Et c'est que des décors, mais de folie, des personnages de cauchemar, mais c'est beau. C'est vraiment hyper impressionnant. Mais voilà, bon, c'est des choses qui sont très oniriques dans les représentations. Et, En tout cas, moi, ça fait partie des choses où je sens qu'on. Voilà. The Cell, j'ai envie de dire, c'est un film qui présentait tout dans sa bande-annonce, et après, on avait déjà tout vu quand on regardait le film. Mais là, en tout cas, avec Sous les méandres, on a cette matière qui est quand même extrêmement prometteuse visuellement parlant. Et pour moi, le point commun, c'est plutôt dans la capacité, justement, à nous montrer des visuels qui nous en mettent plein la gueule, quoi. Donc, j'espère un peu. t'as pas le choix. Non, mais bon, entre l'intention et le résultat, Écoute, pour qui a l'instant, déjà vu une bande-annonce de jeux vidéo à 2 ans d'intervalle, on sait c'est qu'entre vrai. l'intention et le résultat, ça peut En tout cas, piquer. voilà, ça, Sous les méandres, voilà, ça c'est l'album tel qu'il est, tel que vous pourrez le découvrir en couleur. J'aime bien le redire parce que proposer deux versions, c'est pas souvent, surtout à des tarots qui ne sont pas déconnants. On essaye vraiment de faire plaisir aux lecteurs. Je leur dis, mais la version noir et blanc, elle sera dispo uniquement sur les préco Ulule. Après, il n'y en aura pas. En tout cas, s'il nous en reste, ce sera une poignée et ce sera guère plus. Et mine de rien, je pense que même, après c'est mon avis, hein, mais si on est amateur de beaux dessins, l'intérêt peut être de prendre les deux. Voilà, je sais que je pousse à la consommation, mais on a, à mon avis, deux expériences qui peuvent se faire à la lecture, soit de la version noir et blanc, donc que voici, soit de la version couleur. Voilà, au choix. La petite particularité, tiens d'ailleurs, c'est on trouvait les visuels tellement cool que c'est la deuxième fois qu'on propose une contrepartie comme celle-ci depuis le début de KI. C'est un t-shirt. Voilà. Sachez que vous pouvez avoir des t-shirts sous les méandres, tels que celui-ci, ou avec un visuel qui est celui-là. Donc deux ambiances différentes, en tout cas pour des visuels que vous pourrez trimballer un peu partout, et donc vous pourrez être très fiers lorsque vous les porterez. Voilà, ça c'est une petite particularité aussi. Et Vous serez puis, des pubs ambulantes. non. C'est pour ça qu'on n'a pas allumé le tarot. C'est exprès pour que vous fassiez notre com à notre place et que finalement vous alliez voir des gens encore je sais pas, qui ont plein de gens en tout cas sous leur bottes pour nous aider à faire de Sous les méandres un succès gigantesque au point de dépasser les plus grands succès tels que, j'en sais rien, qu'est-ce qui cartonne en ce moment, je n'ai pas fait gaffe, mais en tout cas tout ça. Voilà. De notre côté, Nico, je te propose, bah tiens, est-ce qu'on remet un petit peu la bande-annonce avant de faire une petite partie concernant le reste? On la remet tant qu'on l'a? Allez, Nous, on l'aime bien. oui, moi j'aime bien. Allez, un replay.
Ça met dans l'ambiance. Beau. En tout cas, je sais pas, ouais, ça met dans l'ambiance. Moi, j'aurais presque envie de la regarder en boucle. Et si on la regardait en boucle pendant 2-3 heures? Tu te mets une boucle sur YouTube, c'est bien. Sachez que vous pouvez le faire. En tout cas, sur YouTube, il y a la fonction repeat, je crois, illimitée. Profitez-en si vous voulez rentrer dans ce délire et nous offrir un compteur de vues absolument époustouflant. En tout cas, non, en tout cas, pour terminer ce joli focus sur Sous les méandres, je trouvais ça plutôt sympa. On a essayé de l'initier la dernière fois, dans la dernière émission. C'était tout simplement, Nicolas, te poser une question auquel tu n'es pas préparé, puisqu'après tout, je ne te l'ai pas Je prépare rien. réclamé en anticipation. Si tu devais nous citer trois BD, tes trois BD toujours confondus, je sais que c'est douloureux et que c'est difficile, mais la première, ce serait laquelle? Oh la vache. Petit temps. Bon, il y a Berserk dans les trois, c'est sûr. Ouais. Ouais, Alors, bon, désolé pour les fans de franco-belge, mais c'est un manga, peut-être mon premier. Enfin, je l'ai lu 4 fois, Berserk. C'est c'est vraiment. tout? Hein? C'est tout? Il Bah, n'a pas lu plus que ça? je l'ai lu depuis toujours. Je le lis depuis que c'est sorti en France. J'étais au lycée. Et, Et qu'est-ce et qui... j'ai aimé. Alors, tiens, je suis en train de chercher une petite couve. Bah, tiens, on va mettre la couve du début. Elle est où? Qu'est-ce qui t'inspire du coup dans Berserk? Pourquoi Berserk Bah, fait-il partie? en fait, ce qui est marrant, c'est que ça évolue un peu à chaque lecture et donc à chaque tranche d'âge. En gros, que je l'ai commencé, j'avais moins de 20 ans. Et, et du coup, oui, c'est ça à peu près, ou à peu près, presque 20 ans. Je crois que c'est sorti en 98 ou 99 chez nous, un truc comme ça. Bref. Et au début, c'était le côté un peu transgressif. Enfin, c'était une BD hyper violente, vraiment. Ça m'est tout de suite. Enfin, personne ne me dira le contraire sur ce coup-là. Euh, c'est vraiment intransigeant. Il y a vraiment. C'est sans concession, Berserk, dans tous les sens du terme. Et ça me plaît toujours autant. Mais à ça, c'est rajouté. Bah, voilà, en grandissant, tu vois plus la psychologie des personnages, le côté graphique, tout ce qui est découpage. Surtout, bah, il est arrivé quand même jusqu'au bout de là où il a été, en tout cas, à un niveau vraiment hyper impressionnant. Il n'hésite pas à faire des doubles pages vraiment généreuses. Enfin, c'est vraiment très très beau. Et ces personnages, même si au début, quand on fait le pitch bah, de Berserk, on suit Guts, le personnage qui est né dans la merde et qui continue la vie dedans, quoi, en gros, et dans la violence, bah ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, quoi. Tous les personnages sont bien écrits, tout l'univers est hyper foisonnant et tient la route. Enfin, c'est vraiment, bon, vraiment, c'est un chef-d'œuvre ce truc-là. C'est vraiment, vraiment incroyable à tous les niveaux. C'est sûr que c'est pas une promenade de santé, mais bon, ça, pour moi, ça reste effectivement dans mon top 3. Euh, Et le choc. Est-ce que toi aussi tu as ressenti ce choc mémorable? Ah oui, oui, bah, oui, oui, bah, 13? ça a été une violence. En plus, là, je l'ai relu en ce moment. Je suis arrivé donc au 13e volume, le moment du choc ultime. Et c'est vraiment toujours aussi impressionnant. Enfin, même en sachant et en l'ayant vu, parce qu'il y avait les animés aussi, bah, c'est toujours une claque, quoi. Enfin, c'est vraiment une dinguerie, quoi. C'est peut-être à mon sens l'un des moments les plus trash, violents, émotionnellement et visuellement parlant, qu'on Ah ait oui, pu c'est vraiment bah, en lecteur, hein, vraiment. c'est vraiment le truc qui te prend par les tripes. Vraiment, à ce moment-là, on s'est construit, on a construit tout plein de choses et d'un seul coup on le saccage de la pire manière que ce soit. Enfin, c'est vraiment incroyable et cette intransigeance j'aime beaucoup dans l'univers de Berserk. C'est, En espérant que, évidemment, là, pour celles et ceux qui ne le savaient pas, Kentaro Miura est décédé il y a 2 ans maintenant, si je ne dis pas de bêtises, peut-être presque 3, et qu'il a laissé inachevé, entre guillemets, sa série avant que bah, ses assistants décident de la poursuivre. Alors visuellement, c'est vrai que les 2 derniers tomes sont très corrects, et scénarisé par mangaka ami à qui il aurait révélé dans ouais, ces derniers jours, mois, peut-être années, en tout cas, il lui aurait donné la direction que prenait la conclusion de sa série. Donc, en espérant qu'on ne sera pas déçu par la manière dont raconte ce nouvel auteur. Mais bon, j'ai envie de dire, peu importe, en tout cas, le chemin déjà jusque là est incroyable. est Ça, c'est incroyable. clair. En Ça, c'est vrai, incroyable. Et puis,
Je suis en train de chercher le nom de celui qui est scénariste, mais on s'en fout. C'est le scénariste et l'auteur de Holy Land chez Vega pour les plus curieux. Ouais, il y a un style graphique qui est pas dingo, mais pour le coup, c'est vrai que les derniers, vu que c'est avec les assistants de Miura, ça fait illusion, on va dire. Après, il faut voir comment ça évoluera, s'il a vraiment toutes les strates de l'histoire. Bon, c'est un autre débat, mais bon, déjà, rien que pour qui est curieux, lit jusqu'au volume 40 et on a déjà plein la tronche. Et ça se relit, pour le coup, je relis pas par pur fanatisme. Je relis rarement des trucs, je joue pas 2 fois aux jeux vidéo. Il y a que les films que je peux voir plein de fois. Et donc, bon, je n'ai pas prétention d'avoir des goûts incroyables, mais je l'ai quand même lu 4 fois. 4 fois 40 volumes. Ça prend un peu de temps. Donc, vraiment très bien. Après, j'ai du mal à faire mes idées sur d'autres titres. Une grosse claque des dernières années, en tout cas, j'ai eu Carbone et Silicium de Mathieu Bablet au label 619. Ça m'avait vraiment. Plutôt Carbone et Silicium plutôt qu'un autre de Mathieu. Pourquoi celui-ci? La thématique, je la trouve vraiment hyper intéressante. En plus, elle est hyper d'actualité maintenant. Pour ceux qui sont intéressés sur l'IA et compagnie, c'est pas mal d'avoir cette histoire-là parce qu'elle présente 2 facettes du problème, si on veut dire ça comme ça. En tout cas, c'était cette évolution. Et graphiquement, j'adore. Enfin, vraiment, dans les BD franco-belges, je suis assez fan de ce que fait Mathieu Bablet. Mais sinon, après, j'ai la série, du coup, après Demain la rage, j'ai découvert Gideon's Fall de Andrea Sorrentino et Jeff Lemire. Ouais. Bon, Jeff Lemire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un scénariste de comics. Pour moi, c'est le scénariste de comics. Je veux dire, un mauvais Jeff Lemire, ça reste quand même une super BD. Donc, ça reste très très lisible, pourrait-on dire. il fait pas mal de choses différentes. Il a son petit jardin secret aussi avec ses histoires à lui qui dessine même lui-même. Après, il faut adhérer au style graphique ou pas. Mais ça, je trouve que c'est un peu problème. Comment ? Son style graphique qui évolue, moi je trouve qu'il reste plutôt en fait assez agréable en réalité. Moi j'aime bien, en plus ça sert vraiment ces histoires, c'est des histoires de famille qui sont plus resserrées. Il a un style qui est que certains qualifieraient d'enfantin ou basique, on va dire, mais je trouve que non, il est efficace. Vraiment, il y a vraiment quelque chose. C'est bon. Mais son Gideon's Fall, c'est une série qui a en plusieurs volumes et je trouve qu'elle se tient du début à la fin. Ils ont sorti des intégrales chez Urban, je crois. C'est chez Urban. Ouais. Et ça avait été une vraie claque parce que c'est de l'horreur et c'est vraiment, vraiment très stylé. Le découpage d'Andrea Sorrentino, il n'y a rien à dire. C'est de la folie pure. Et je suis content de l'avoir découvert que sur la fin de Demain la rage, cette série, parce que ça m'aurait trop parasité, entre guillemets, où j'aurais fait des parallèles directs et ça aurait été un horrible plagiat de cette personne. Mais je sais qu'il a eu des déboires parce qu'apparemment il avait eu des soucis en rapport avec l'IA. Ouais, c'est ce que j'allais te l'évoquer. On ne s'est pas du tout exprimé dessus, je crois. Non, du tout. Je pense qu'il ne répond pas. C'est peut-être sa manière de laisser le sujet mourir. Ouais. Et c'est vrai que Sorrentino a un style qui est tellement réaliste visuellement parlant que parfois on peut s'interroger sur l'utilisation régulière de photos. Alors ça, on ne peut pas non plus le reprocher. Hein. Les photos, ça fait partie des inspirations. Ça fait des années que de nombreux artistes s'en emparent des photos. Non, puis ça peut être un bon support. Ouais, puis même ça fait c'est le principe du collage. Je pense à Bill Sienkiewicz en comics qui fait beaucoup ça. Department of Truth aussi. Ça, c'est une tuerie. Mais de Tynion Thor, ouais. Ouais, de Tynion Thor cette fois, mais Bill Sienkiewicz qui a un style de collage. On voit même le scotch à des endroits et en même temps il y a de la peinture, du dessin. C'est très c'est un mélange de techniques, quoi. Et je sais qu'après, il y a des gens qui sont très puristes, il faut dessiner tout, etc. Des fois, sur des effets, je trouve que ça fait vraiment bien le collage. Enfin, il y a vraiment des choses qui sont... ça rajoute une texture, quelque chose de différent. Après, voilà, faut
faut pas que ce soit une facilité de. Enfin, Non, et puis il faut dire ce qu'il est c'est aussi. pensé. Hein. Ça fait depuis ses débuts, Andrea Sorrentino travaille comme ça en fait. Hein. Il n'a Ouais. pas taillé visuellement les gens depuis les premières Une pages forme qu'il a de, montées. je crois qu'on appelle ça le ray tracing. Voilà, il fait une forme de ray tracing sur des photos, mais en même temps, il les modifie. David Mack, Vraiment, moi, ça me choque pas. Ça fait partie de son style. C'est, hein, il n'est pas tout seul. David Mack, c'est exactement ça ouais, également. David Mack, ouais. Donc Non, toutes non, mais ces, moi, vraiment, c'est des styles. Enfin, après, les techniques, c'est comme le faux débat traditionnel, dessin traditionnel ou numérique. Enfin, je veux dire, je pense qu'on n'en est plus là hein, aujourd'hui. non, non, bah, enfin, il y a quand même des gens, quand ils se rendent compte que quand j'étais à un festival il n'y a pas longtemps et je dessinais à ma table de dédicace en attendant le chaland. Et, euh, et j'ai une personne qui me dit: Ah, mais en fait, vous dessinez vraiment du coup sur la tablette. La personne pensait qu'en fait, je donnais des instructions à ma tablette, je sais pas, par télépathie ou quoi que ce soit, mais d'une manière ou d'une autre, et c'est la tablette qui me dessinait tout mon merdier, quoi. Mais je dis: Bah non, non, Pas c'est encore. comme une feuille de dessin, c'est juste que je peux gommer à l'infini, je peux faire des calques, je peux. Voilà. Et moi, j'en ai besoin de calques, hein. J'ai besoin vraiment beaucoup de calques de brouillon, parce que avant d'être satisfait de mon truc, donc En non, non, tout, ça me. et là, j'avais une question encore plus piégeuse pour terminer. Quel album as-tu dans ta bibliothèque et dont tu as profondément honte? J'ai profondément honte. D'avoir Alors en cet album, vrai, tu l'aimes bien alors qu'il l'a caché, quoi. je suis pas fétichiste de l'objet livre, donc c'est vrai que quand un livre me plaît pas, quand un livre me plaît pas, un roman, j'arrête de le lire et je le bazarde. Enfin, je le bazarde. Je le mets soit dans une boîte à livres ou je fais du eBay, pas du eBay, Du le Bon Coin. vintage, Ouais, le machin. Bon Coin, les trucs comme ça. Et enfin, je m'en débarrasse parce que ça m'intéresse pas. Et les BD, c'est pareil. Là, j'ai déménagé pas mal de fois ces dernières années. À chaque fois, je dégage le tout. En BD, franchement, je pense pas que j'ai de BD honteuse particulièrement. J'ai peut-être. Bah, en ce moment, vu qu'il y a des polémiques, j'ai acheté un Charlotte mensuel pour voir à quoi ça Ah, ressemblait. mm. Voilà. Donc, j'ai essayé, j'ai pas aimé du tout. Je sais pas, même pas en dehors, enfin, en dehors de C'est tout. c'est pas grave, Nicolas, tu as le droit de l'avoir chez toi. En dehors de toute personne problématique à l'intérieur de ce numéro-là, il y a aussi de très bons artistes accessoirement, donc c'est dommage que ça soit Parasité, ouais, par une ligne un peu parasité. bizarre. J'étais sur Discord tout à l'heure, il y avait un débat similaire dans un groupe Ah, de Discord de First Print. Mais bon, j'ai juste pas adhéré au principe, enfin, à la proposition, enfin, à l'intérieur. On va dire c'est peut-être le truc le plus qui peut poser plus débat chez moi en bande dessinée. Franchement, je pense pas. J'ai peut-être des romans où là où j'ai du Céline, des trucs comme ça, mais j'en ai pas honte. l'in- Les romans, L'intégrale de, après, faut les l'intégrale de replacer dans le Twilight. contexte, c'est tout. Faut savoir d'où ça vient, faut comprendre le sous-texte et enfin voilà, c'est une éducation en fait. Moi, je pense que c'est ce genre de débat, faut, ça- des fois, ça mène un peu à rien. Mon avis de quarantenaire. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, c'est pas grave d'avoir des bouquins honteux, l'intégrale de Twilight ou la biographie de Patrick Sébastien, après tout. Chacun ses Mais goûts. j'aimerais bien avoir la biographie de Patrick Sébastien, hein, Écoute, on travaille dessus chez Kali jour et nuit, sache. Ah putain. Il y aura Wow. l'intégrale des paroles des textes de ses chansons, évidemment. Ah, une mise en image des chansons. Oh, bah, ça va être magnifique. Rien Ah qu'à voir ouais. les clips, ça donne envie. Bah, Non, non, j'ai pas acheté le dernier Spyro et Fantasio, tu vois, par exemple. J'essaie d'éviter. ah, J'ai pas. Non, j'ai pas trop de trucs. Franchement, je réfléchis en même temps, je crois pas. S'il y en a eu, je les ai dégagés. il y a des choses qu'on découvre craignos à la lecture, hein, c'est comme ça. Ouais, après, il y a des trucs que j'aime moins que d'autres, mais c'est pas honteux, quoi. Il y a des trucs, et Non. puis, je les citerai pas, parce que ça se fait pas. Mais c'est une question de goût, tu vois. J'achète un truc, puis graphiquement, ça me plaît moins que prévu, ou l'histoire, on me l'a un Bon, peu bah, survendu. ouais. Moi, j'aurais pu vous en dire plein, mais ce n'est pas moi l'invité, évidemment. Je ne vous dirai donc rien. Ouais. Je vais peut-être m'inviter moi-même dans l'émission un jour pour balancer des trucs. Pas sûr que ce soit très drôle, mais bon. Bref, on s'en fout.
Écoutez, je pense qu'il est l'heure de terminer. Peut-être que Nicolas, pour cela, j'ai envie de te laisser terminer en te disant, tiens, est-ce que tu pourrais nous donner le mot de la fin? Le mot de la fin, il est simple, c'est j'espère que vous allez être nombreux à participer à cette campagne, tout comme ça l'a été sur ma première. J'ai vraiment, vraiment envie de voir ce livre se propager et, euh, et voilà, et donner du plaisir, j'espère, aux gens qui le liront. Voilà, je planche dessus, franchement, je suis à fond dedans, donc je suis vraiment content de ce début de campagne et faut rien lâcher, comme on dit. Et non, non, allez-y, franchement, je pense que si vous avez un peu adhéré à la proposition de Demain la rage et à tout ce qui a été cité en référence précédemment par ma personne, voilà, je pense que vous ne prenez pas un risque énorme, énorme. Et, euh, et voilà, donc je donne rendez-vous à je sais pas quel salon dans lequel je serai en premier, mais Dès qu'il a terminé, on va caler tout ça, sachez-le. Et commencera alors un long parcours où il en sortira épuisé. Il se non, dira, mais en vrai, putain, cet album j'adore aurait les été salons. long. Franchement, c'est un truc que j'adore faire. Je sais qu'il y a des gens, ils aiment moins, mais moi, j'aime bien. Ça, je sais pas, c'est un C'est la truc. rencontre avec, c'est le moment de rencontre avec les lecteurs, c'est ça qui est le plus cool en vrai, hein. Ouais, mais c'est ça, et puis ça gonfle mon ego. Voilà, c'est tout. Ouais, ça booste, ça donne de l'énergie, c'est toujours ce que je dis, mais bon, Non, mais je je reviens même des salons où j'étais pas, on m'accueille pas les bras, les gens en liesse. Enfin, vraiment, c'est pas, j'en suis très très loin. Mais voilà, il y a toujours deux trois rencontres vraiment marquantes et c'est toujours hyper cool. Enfin, vraiment, les salons, si vous n'avez pas l'occasion d'en faire beaucoup, faites-en plus parce que c'est vraiment vraiment très bien. En visiteur ou en auteur, Ouais, puis il y en a plein qui valent le détour, qui sont accessibles, Mm. même pas forcément Angoulême, qui est la grosse machinerie, mais à la Quai des Bulles, par exemple, à Saint-Malo, c'est hyper cool. C'est très beau, Festival, c'est une Festival belle de ville. Bois, premier festival BD gratuit en France. Festival de Tours, d'Angers, bref, là je vous donne que ceux que je connais qui sont pas loin de chez moi. Château-Gontier. Mais en tout cas, non, il y en a vraiment plein, plein, plein dans lesquels vous avez la possibilité de rencontrer des auteurs. Et il faut pas hésiter. Tiens, d'ailleurs, un petit commentaire de Vincent. Je ne sais pas si ça te parle de celle-là en l'occurrence. Je Est-ce sais pas que qui est FFM, je suis il est désolé. sportif? Ah, Colomiers, ouais, j'y suis allé, c'est à côté de Toulouse, hein. Ouais. Et ouais, il était très très bien. Il est vraiment vraiment super bien. Que d'éditeurs indépendants. Je sais pas si le fichier pour te montrer à quoi ressemble Fortifem. Si, je crois que je vais pouvoir vous le montrer. Hop. En plus, au début, j'ai lu Fortnite parce que mon fils est dans Fortnite. Et du coup, je me suis dit, ok, je vois pas le principe. J'ai des lunettes, c'est des vrais, hein, mais des fois, ça suit pas toujours. Fortifem, qui est donc ah oui, qui est un fan de métal, évidemment. Ça m'étonne de Vincent. Bon, qu'est-ce que c'est que ça, Vincent serait fan de métal? Il Ouais. était peut-être. Je le connais pas, mais il est Moi peut-être. aussi. Moi aussi, et je peux dire, oui, oui, il est légèrement fan de métal. Donc voilà, bah écoutez, hop, on va remontrer plutôt les deux coups avant de vous quitter. Je vous remercie énormément d'avoir participé, en tout cas aux commentaires, au live de ce soir. Je vous remets pour la dernière fois de la soirée, parce qu'après, le lien disparaîtra avec la vidéo, avec ce live. C'est le lien vers la campagne Ulule de Sous les Méandres. N'hésitez pas à y aller. On est quasiment à la moitié de la première étape que sont les 100%. C'est un album qui, moi, je peux vous dire, ne vous laissera pas de marbre et va vous emmener bien plus loin que ce que vous avez imaginé. On va vous dire à très bientôt. Enfin, moi, je vais vous dire à très bientôt. Écoutez, je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée en attendant la prochaine émission. Et je vous dis à très, très bientôt. Merci, à bientôt. Enfin, au revoir. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.